et bienvenue pour ce nouvel épisode de Déconstruire. Pour rappel, Déconstruire, c'est le podcast qui donne une voix à tous les hommes et toutes les femmes issus d'une diaspora, qui cherchent à s'affranchir des stéréotypes qui leur collent à la peau et qui apprennent à naviguer entre héritage culturel et convictions personnelles. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de ma superbe co-host Leïla. Toujours moi. Et pour cet épisode, on a cette fois-ci un invité avec nous. Enfin, je dis cette fois-ci, mais la majorité des épisodes, il y a des invités. Mais normalement, l'épisode juste avant toi, c'est une hotline. Donc c'est pour ça que... Voilà. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On a galéré pour l'avoir. Non, ouais. J'ai menti. Il a dû demander à son manager. Non, vous avez menti. C'était tellement fluide. Même moi, j'étais choquée. En 3 jours, c'était réglé. Bah, tant mieux. Il est venu de loin. Ouais, il est venu de loin pour cette émission. Venu vraiment de très très loin. Aujourd'hui, on est avec Walid, du coup, qui est journaliste à Bouscapé. Tu me dis si j'écorche ta biographie. Non, on peut refaire. Je me suis basée sur ce qui est surtout sur Wikipédia. Non, moi, j'ai pas de Wikipédia. Non, moi, je suis petit encore. Non. Bientôt. Et aujourd'hui, on t'a invité pour un sujet spécial. On voulait faire un truc un peu hors rap pour que ça te permette aussi à toi de faire sortir de ma zone de confort. Mais pourtant un sujet qui te plaît. Ouais. Et donc aujourd'hui, on voulait un peu parler de comment nos générations... Toi, t'es la Gen Z, toi ? Bah oui, je suis la Gen Z. Ok, je demande, on sait jamais. Comment nos générations, donc la Gen Z, parvient un peu à raconter l'immigration de nos parents. Enfin bon, tout le monde de la Gen Z n'est pas Enfin, il y en a qui sont immigrés, quoi. Mais en gros, comment nous, enfants de parents immigrés, de parents, de grands-parents, on parvient un peu à raconter leur histoire. Et la première... Et comment on la reçoit aussi. Ouais. Comment, en vrai, on se construit avec. Et la première question que j'avais, c'est juste pour un peu donner du contexte. Est-ce que vous pouvez me dire si est-ce que c'est vos parents, vos grands-parents qui ont immigré? De quel pays? Quand, à peu près? Moi, c'est mes grands-parents. Mes grands-parents qui ont immigré du Maroc. Donc les deux, ils étaient issus des montagnes berbères au Maroc. Et je sais que mon grand-père paternel, il arrive en France en 1974. Et celui maternel, je crois, de début des années 60. Mais mes parents, eux, ils sont nés au Maroc, mais ils sont arrivés, ils avaient entre 6 et 4 mois. Donc en vrai, ils ont grandi en France. Ça veut dire qu'ils sont retournés au Maroc, tes grands-parents? Non, parce que en fait, ce qui se passait, oui, de temps en temps, ils faisaient des allers-retours. Ok. Donc mon grand-père, je connais plus l'histoire de mon grand-père paternel. Mais en gros, ils sont venus sans leur famille et c'est ça, parce que d'accord. Ouais. En gros, ce qui s'est passé, l'histoire. Parce que de base, pour travailler, on prenait que les hommes. C'est ça. Et en gros, moi, mes grands-parents, ils travaillaient dans les mines en France, donc dans le nord, le bassin minier, on appelle ça. Il y en avait aussi à Strasbourg. Et ils faisaient les mines. Et quand ils allaient aux mines, tu allais tout seul. C'était l'homme de la famille, il allait tout seul. Il était hébergé dans des maisons qu'on appelle les maisons des célibataires dans le nord. Et donc mon grand-père paternel, pendant 4 ans, il était tout seul. Après, il faisait parfois des allers-retours au Maroc, de temps en temps. Et en 78, il a pu ramener sa femme et 2 enfants à lui. Parce qu'il avait que 2 enfants à cette époque-là. Mon père était le deuxième. Et après, la famille s'est agrandie en France, quoi. Ok. Moi, du côté paternel, donc mes grands-parents, ils sont arrivés d'Algérie assez jeunes, en gros juste après la guerre d'Algérie. Ils sont arrivés à Besançon, je sais pas comment ils ont atterri là-bas. Genre même pas dans un village à côté, genre Saône. Et en gros, c'est parce que là-bas, il y a les usines Renault. Non, Peugeot, pardon. Okay. Les usines Peugeot. Et du coup, mon grand-père a toujours travaillé dans ces usines-là. Avec ses frères et tout. Et ma mère est arrivée en France quand moi je suis née. Okay. Parce que moi du coup je suis née au Sénégal mes parents avaient pour projet d'y habiter et tout quand j'étais bébé. Et au final on est tous rentrés en même temps. Ok. C'est à moi là? Ouais. Non, du coup moi c'est mes parents. Donc il y a mes parents, ils ont un petit peu un écart de différence d'environ 10 ans. C'est-à-dire que mon père, lui, il est parti terminer ses études en France. Et du coup après il a habité un peu tout seul et jusqu'à que sa sœur le rejoigne. Donc en gros il y avait que lui et sa sœur. Et voilà, en vrai c'est à peu près tout ce qu'il a comme famille je crois ici. J'ai ma cousine aussi mais c'est tout. Et du côté de ma mère, elle voulait terminer ses études aussi. Donc lui il avait déjà terminé au moment où elle arrivait en France. Et ouais, en gros c'était ça, c'était pour terminer ses études. Même si dans le cadre
des études de médecine par exemple, fallait faire l'équivalence. Enfin, l'équivalence, elle était trop compliquée. Ouais. Donc, ce qui fait on est quand même retourné une petite partie. Moi, je suis née en France, on est retourné une petite partie en Algérie, et après, on est revenu. D'accord. Ok. Mais en gros, ouais, c'est mes parents qui sont arrivés vers la 25e. Vers la 25e. Vers la 25e, et ils ont terminé leurs études ici, et après, ils ont travaillé, quoi. Ok, d'accord. Voilà. C'est plein de parcours différents, en vrai. Ouais, il y a que du différent, mais c'est ça qui est bien. Moi, je connaissais pas trop de gens où c'était leurs grands-parents. Enfin, jusqu'à maintenant, c'était beaucoup plus les parents, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que je connais pas trop de gens où c'est les parents. Ah ouais? Ouais. Les grands-parents, j'ai l'impression que c'est plus ceux qui sont venus reconstruire la France à l'après-guerre. Ouais. Tu vois, nous, les mines, c'était ça. C'était les mines En fait, c'était les mines dans le Nord et à Strasbourg, c'était des métiers que les Français voulaient pas faire parce que c'était des métiers très très durs. Ouais, et dangereux aussi. Dangereux, c'est ça. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que t'as un gars de l'armée française qui s'appelle Félix Morat. Il allait dans ces endroits au Maroc où les gens, ils étaient analphabètes. Donc vraiment, ils connaissaient rien du tout à la vie. Et pour eux, tu leur dis, tu travailles en France. Pour eux, ça y est, t'es riche, t'as réussi ta vie. Donc vraiment, c'était une réussite quand ils allaient là-bas. Voilà, c'est ça. La France, c'est l'Eldorado pour eux. Moi, je sais par rapport à ça que mon grand-père côté paternel, lui, il travaille dans l'armée et tout. Enfin, il n'était pas genre militaire. Et tu sais, il avait un poste un peu intellectuel dans l'armée. Donc lui, je sais qu'il n'est pas parti. Mais le grand-père du côté de ma mère, ses frères sont partis, mais ma grand-mère, elle a été complètement contre l'idée, contre le fait qu'ils partent. Ouais. Donc je pense que c'est un peu aussi pour ça que voilà. Parce que par exemple, son frère, qui est décédé maintenant, lui, il a vécu presque toute sa vie, du coup, tout seul en France. Parce qu'il n'y avait personne d'autre que lui, en fait, là-bas. Et même, c'est horrible de se dire que c'est des gens qu'on est allé chercher, genre juste parce qu'on avait besoin. En fait, on avait juste besoin de leur corps, on s'en battait les reins, tu vois. Et ensuite, après, on leur a accordé le droit de ramener leur famille, comme si on leur accordait un truc de fou, pour ensuite les parquer dans des vieux bidonvilles. C'est ça. Donc, ils se sont transformés en nos banlieues et nos quartiers populaires, tu vois, actuels. Mais pour te dire à quel point c'est horrible de déraciner. Et sans mesurer aussi l'impact psychologique que ça pouvait avoir. Ah ouais, parce que vraiment, tu quittes ta région, ton village, ta famille, tes origines. Tu vois, c'est vraiment, t'es dans un autre monde. Moi, je sais qu'il y a eu un grand décalage entre quitter son douar berbère au Maroc et arriver en France dans une région où même eux connaissaient pas cette région. Le Nord, personne connaissait. Et même, juste, genre un truc tout bête, mais affronter le froid de la France. Genre, et encore, on n'est pas le pire pays, tu vois, mais le froid de la France quand t'as jamais vu de neige, c'est un truc de ouf, tu vois. Et moi, la dernière fois, mon père, il me racontait que eux, en gros, c'est toute la famille. En fait, tous les gens qui travaillaient dans l'usine, en gros, tous les Algériens vivaient au même endroit, genre dans la même ville. Et donc, il y avait la famille du côté de ma grand-mère et la famille du côté de mon grand-père. Et donc, ma grand-mère, elle a toujours vécu entourée de toutes ses sœurs et de tous ses frères. Et mon grand-père, il était un peu tout seul, etc. Enfin, ils habitaient un peu loin. Et mon grand-père et mon père, ils m'expliquaient qu'ils vivaient tellement entre eux qu'avant d'aller à l'école, il n'avait jamais entendu de français. Ouais, genre autour de lui. Et il me disait qu'il y a eu tellement de décalage. Genre la dernière fois, il me racontait, tu vois, il y avait le droit de ramener un goûter à l'école. Et eux, ils avaient de l'omelette à la semoule dans du pain. Alors que les enfants, ils avaient des gâteaux ou des trucs comme ça que eux, leur grand-père, il les mettait dans sa charrette et qu'il les ramenait à l'école. Et qu'eux, ils étaient vus comme des fous. Genre un jour, il y a des gens qui ont porté plainte contre mes grands-parents parce qu'ils avaient des poules. Et que apparemment, ça a pu être trop, tu vois. Ouais. Et t'es en mode, tu viens d'un pays où c'est inconcevable de vivre sans animaux, sans... juste, tu vois, genre ils avaient des lapins, des poules, etc. Et là, on te le reproche alors que toi, ça fait partie intégrante de ce que t'es et de la manière dont tu vis, tu vois. Ouais. Et moi, en opposition, je dirais que genre ça, on dirait, tu sais, ça se voit que c'était... j'ai pas envie de dire l'ancien temps, tu vois, mais genre en mode... Oui, maintenant, il y a personne qui va avoir des poules chez soi, tu vois. Peu importe qu'ils soient émigrés, ou pas, tu vois. Genre les gens qui vont avoir des poules, on va les regarder en mode... Vous avez vraiment des poules chez vous. Et déjà, à l'époque de mes darons, l'immigration, elle était différente. Parce que du coup, dans ce cas-là, c'était plus pour reconstruire la France. C'était parce que, voilà... C'était pour les études. Oui, voilà. Et il y avait encore cette facilité à l'ancienne de pouvoir venir pour étudier, etc. Et là où il y avait le décalage... Mais oui, c'était un décalage dans les coutumes, dans la culture, même... Mais même les études supérieures, ça doit être super différent.
Genre ta mère, elle doit avoir des anecdotes de fou, genre de comment. Le décalage, en fait, je pense que c'est plus le décalage. Non, mais la génération, fac comment tu ici fais et après. tout. Pas forcément, tu vois. Parce Ah ouais que, genre, je pense qu'on se fait une idée un peu biaisée. Bah, ça me fait une très bonne Transition. transition avec le film Papicha. Je sais pas si vous l'avez regardé avec Non. Lina Coudry. Ouais. Et bah, en gros, dans ce film-là, je vais le mettre en parallèle avec l'histoire de Madame. Attendez, attendez. Parce que là, moi, je l'ai vu, hein. T'arrives pas à faire le lien. Non, en gros, dans le film, elles sont étudiantes pendant la décennie noire. C'est des étudiantes en français, je crois. Et c'est à Alger, Ok. pendant la décennie noire. Et dedans, on voit, genre, il y a beaucoup de choses qui ont façonné cette période-là très violente. On voit, genre, les barrages de faux policiers, etc. Où des fois, il y avait des tueries. Et dans le cadre de la fac, on voit, genre, un peu une fac où t'as pas le droit de vivre. Genre, elle veut aller envers et contre tous parce que son rêve, c'est de devenir styliste. Ok. Donc elle va faire absolument un défilé et il me semble qu'il y a une scène du défilé où du coup elles se sont fait rafaler genre par des terroristes. Ouais. Et moi j'ai l'impression que c'est ça parfois le truc que t'as un peu dans ta tête où la fac à l'ancienne, enfin au bled en tout cas, c'est une fac un peu à l'ancienne, archaïque et tout. Ouais, Alors que ma Par mère, contre, archi pas. les anecdotes qu'elle a, c'est pas du tout des anecdotes en mode Dur ou ouais, quoi, ouais. en mode elle c'est est arrivée où dur, c'était complètement la fac c'est que on étudie etc. Ouais, je Non vois pas ce que du tu veux tout dire. genre Non, moi, il y avait des gens qui allaient en c'était dans le soirée, il y sens avait des où les étudiants, genre. ah oui Un Non, décalage moi, culturel, alors. moi, je parlais plus de dans ça. ouais plutôt dans vis-à-vis de comment eux ils Oui, vivent, pas du tout de non, l'institution, non, genre pas école, forcément, tu vois. pas forcément. Je pense pas qu'elle ait été genre vraiment pleinement marquée Mm. par ça parce qu'au final genre elle a pas atterri non plus dans un truc complètement décalé de la réalité. Oui, tu oui. vois, Ouais. enfin genre elle avait quand même des codes les codes de la fac quoi. Ouais, Genre, je vois ce tous que tu veux les dire. étudiants. peu importe Et ouais puis voilà. même, c'est des pays qui ont encore l'héritage français dans Oui. l'éducation. C'est ça, donc, oui, c'est ça aussi, faut pas Mm. oublier, il y en a beaucoup, c'est des anciennes colonies françaises. ouais. Et il y a beaucoup la culture française, elle est encore présente dans ces pays-là. Mais oui, quand tu vois à l'école, moi, au Sénégal, c'est seulement, je crois que c'est cette année ou l'année dernière, que le Wolof, c'est devenu la langue officielle, tu vois. Genre à l'école, que t'apprends genre le Wolof, Ouais. alors que de base, t'apprenais que le français. Et l'arabe non, ils apprennent aussi l'arabe. Ils apprennent l'arabe, mais c'est des cours genre de... Genre je suis même LV2. pas sûre que ça soit obligatoire. Et je pense que En c'est mode relié option. au cours de religion, carrément. Ouais, non, mais pareil, par exemple, en Algérie, ils apprenaient, parce que je crois que maintenant ça a changé pour l'anglais, mais automatiquement le français. Oui. Parce que, voilà, enfin, genre, c'était, oui, c'est un héritage colonial, et au final, ce qui leur a permis aujourd'hui, je pense, pour ceux qui ont pu terminer leurs études, etc., quand ils immigrent ici, ils ont un bagage. Oui. Parce que quand on parle de ceux qui sont venus reconstruire la France, il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'ils sont venus ici, ils n'avaient même pas de chaussures. Ouais, bah, c'est Mais bien ça. sûr, Moi, bien sûr. mon grand-père, il a cette anecdote-là. C'est qu'avant de partir en France, il avait même pas une veste. Il est parti en fait, il est parti voir un cousin à lui. Et il lui dit, ouais, ça y est, moi, je suis parti en France. Et son cousin, lui, il était choqué de la manière comment il était habillé. Parce Ouais. qu'on dirait vas-y, après, il retournait dans sa montagne. Ouais, et il avait rien sur lui. Ouais. Il avait vraiment un petit t-shirt, il était en short, rien. Et c'est lui, là, il lui a donné tous ses habits avant qu'il parte. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai décalage sur Et ça. même, genre, quand... Moi, mes grands-parents, ils sont arrivés, ils savaient pas écrire. Ouais, genre, analphabète. Et quand... et je me rappelle, quand j'étais petite, à chaque fois, quand je dessinais et tout, je donnais des stylos à mon grand-père. Il me disait, mais moi, je sais écrire un mot. Et du coup, il écrivait juste notre nom de famille, donc Ansri. Et il me disait, mais moi, c'est ça que je sais écrire. Et moi, je lui disais, mais non, écris papa. Et tu vois, genre, écris papi. Parce que lui, il est de quelle origine? Il est algérien. Ah, il a déjà. Parce que je sais qu'après, il y a des langues aussi où même elles s'écrivent pas. Ouais. Nous, le berbère, ça s'écrit pas. Oui. Ouais. Et même, ils le lisent même pas. Ils communiquent que en berbère. Mm. Et arriver en France, écrire leur prénom, c'était impossible. Et même aujourd'hui, mes grands-parents ne savent écrire que leur prénom en français. Oui, tu voilà, vois. c'est ça. Donc, il y a aussi ce décalage-là. Et moi, j'ai un truc où je voulais revenir, c'est que justement, ce qui était dur à s'intégrer, comment c'était dur, c'est que on les a tous mis dans les mêmes endroits. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ça fait 45 ans qu'ils sont en France, ils ont encore du mal à parler français. Parce Ouais. qu'en fait, on les a mis dans les mêmes endroits et entre eux, ils restent dans leur zone de confort. Ils ont Oui. du mal à s'intégrer aussi. Tu vois? Donc c'est même dans... Oui, et c'est aussi des gens qu'on a aussi beaucoup invisibilisés. On les a C'est ça. foutus dans une partie de la ville, une partie un peu excentrée, dans
bah, quand tu regardes les bidonvilles, etc., tu t'as dit que ça s'appelait les maisons de célibataires. Les maisons célibataires, ouais, dans le Nord, nous, on Je avait vois ça. pas du tout à quoi ça ressemble, etc. Mais quand tu vois les bidonvilles comme celui de Nanterre, etc., où les gens ils sont arrivés, il y avait pas d'eau courante, il y avait pas l'électricité, ou sinon au pire t'avais une ampoule. Mais tu veux que ces gens-là ils fassent quoi? Genre comment tu peux t'intégrer si toi quand tu rentres le soir, en fait déjà t'es tellement fatigué que tu veux juste dormir. Ou bah quand t'as du temps libre, en fait, bah tu sais pas où aller, tu sais pas forcément lire, donc tu sais pas comment te repérer. Enfin, c'est compliqué aussi, tu vois. Et est-ce que pour vous, genre, l'histoire de l'immigration dans notre société, elle est bien retransmise? Ah, c'est ce que j'avais posé comme question. Non, mais c'est très bien. Bah, en fait, moi, j'ai trop encore du... Moi, je parle personnellement. Ouais. Et après, je pense que je pourrais parler au global. J'ai quand même un peu de mal à demander à mes grands-parents de me raconter. Pourquoi? Genre, je sais pas, c'est comme un sentiment un peu de... Moi, pareil, moi, j'ai beaucoup de pudeur pour... Je sais pas, genre, je sais qu'ils en ont vécu des choses, tu vois, mais c'est plus ma mère, par exemple, qui va me l'apprendre en me disant... Ma mère, des fois, elle me raconte des trucs et je lui dis, mais et toi, ça va? Ouais, moi aussi. Je me pose comme ça, je lui dis, mais t'as intégré là ce que t'es en train de me raconter, genre? Parce qu'elle me dit, ouais, un jour, dans le jardin, il y avait des terroristes et tout, ils sont passés, on les a vus. Pour moi, en fait, c'était tellement banal, tu vois. Je lui dis, mais maman, mais tu vois, mon voisin aussi, il était terroriste, il est monté dans la montagne. Je lui dis, ton voisin, juste à côté, la porte. Et tu vois, genre plein de trucs comme ça, où si elle me le raconte pas. Et par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est regarder justement le film Papicha, je l'ai regardé avec elle. À chaque fois qu'elle regardait un truc, elle faisait... Tu sentais que c'était pas comme ça? Ouais, tu sentais que c'était pas la bonne histoire. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses que j'essaye d'apprendre moi de l'histoire en me référant à elle, tu vois, en lui posant la question, en lui demandant. Mais ce sera toujours plus ma mère, j'ai l'impression, que mes grands-parents ou je sais pas, j'ose pas trop leur demander ou il y a quand même un peu un truc de je sais pas, c'est trop bizarre. Ah, moi c'est l'inverse. Après, je pense que c'est parce que nous on est très 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 famille. Mais l'histoire de l'immigration, c'est grave important. Genre, c'est trop bien que ça se transmette. Ouais, c'est ça, il y a une transmission. Moi, carrément. Ouais, lui, justement, c'est une fierté à chaque fois qu'il nous le raconte. Moi, il y a pas longtemps, ce que j'ai fait avec mon grand-père, c'est que j'ai pris le téléphone et je l'ai enregistré. Pendant 40 minutes, il m'expliquait comment, de sa naissance à là, comment il est arrivé en France. Tu vois, donc, et je pense que c'est un truc important parce que si il me l'avait pas dit, l'histoire des mines, son histoire à lui, comment il est arrivé en France, les conditions et tout, jamais j'en avais entendu parler. Tu vois? Bah moi, tu vois tous les trucs par rapport à la guerre d'Algérie par exemple. Bon, je parle beaucoup de ma famille algérienne parce que c'est la famille avec laquelle j'ai grandi, ils habitent en France. Et au Sénégal, j'y allais que l'été. Donc déjà, c'est un rapport différent. Mais en gros, moi, je me suis rendu compte que mes grands-parents avaient vécu la guerre d'Algérie quand mon arrière-grand-mère, en gros, elle était très vieille, elle commençait à être démente. Elle faisait beaucoup de cauchemars et en fait, elle se mettait à hurler et elle disait genre cachez-vous. Tu vois, elle était tout le temps dans la panique, elle se demandait tout le temps où étaient ses enfants, etc. Et un jour j'avais dit à mon père mais pourquoi elle a peur comme ça? Il me disait non mais je pense que quand t'es dans la démence t'as des souvenirs qui te reviennent et elle c'est les moments traumatiques un peu de sa vie où c'était la guerre et devait un peu se cacher et du coup c'est là où je me suis dit ah ouais mais en fait c'est même pas, déjà je me suis rendu compte que c'était il y a pas longtemps. Enfin, je me suis dit, là, il y a quelqu'un de vivant dans ma famille qui l'a vécu. Genre, c'est une guerre que tu peux toucher, que tu peux ressentir. Et je me suis dit, ah ouais, genre, eux, ils étaient là-dedans, tu vois. Genre, eux, ils sont pas venus en France parce que c'était cool de venir ici. Eux, ils sont venus parce que, ils ont dû fuir quelque chose, tu vois. La guerre d'Algérie, vous l'avez appris à l'école? Ouais. Moi, je crois que c'était pendant le Covid, du coup, on n'a pas pu l'apprendre. Moi non plus. Tu vois, moi, on nous l'avait dit. Genre, vraiment, je sais pas moi, du tout là que j'ai appris. Du bac. Ouais. Et je l'ai plié, j'ai eu 19. Bravo. Mais justement, est-ce qu'à l'école, ils te le retransmet comme on te le dit, comme on te l'explique dans ta famille? Après, moi, je pense que c'est un truc que j'ai grave bien assimilé et qui m'a été bien transmis parce que j'avais une bête de prof. Ouais. Je pense que t'as une prof qui s'en fiche ou une prof qui est en mode il y a encore trop de flou. À pas aller dans les détails. C'est super compliqué. Okay. Mais je pense que de toute façon, il y a une partie biaisée, tu vois. Genre, bien évidemment, de toute façon, dans les livres d'histoire français, t'auras jamais les atrocités qui se sont vraiment passées, tu vois, ce qui s'est vraiment passé pendant cette période-là. Il y a juste à voir comment Jean-Michel Apathy a été pris pour un fou quand il a dit qu'il y avait eu des oradours sur glane
en Algérie, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je dis l'héritage de nos parents, des grands-parents qui ont immigré, elle est importante et il faut la Mais garder en bien vrai. évidemment. Parce que des manuels d'histoire, en plus c'est même pas la version directe, c'est-à-dire que en fait la meilleure version c'est ceux qui l'ont vécu. Donc en vrai Oui. c'est nos familles à nous, Mm. tu vois. Donc faut vraiment, moi, ce que je dis c'est qu'il faut vraiment les questionner, leur poser 1 milliard de questions. Parce que Oui. nous on a la chance encore de les voir Mm. et de leur poser des questions. Donc, pour moi c'est vraiment... Mais oui, moi, c'est un truc important. que je regrette de ouf. En gros, moi, Ouais. j'ai perdu mon grand-père cette année. Et des fois, je me dis, mais en fait, il y a tellement de trucs que j'aurais pu Ouais. savoir sur sa vie. Ou même, tu vois, des fois, je me renseigne sur Internet, je cherche dans un livre, je lis un truc et je me dis, mais moi, j'avais mon Ah ouais, encyclopédie, tu ouais, vois. c'est ça. Genre, j'aurais pu tout demander. Mm. Et mais ouais, il y avait ce truc aussi de pudeur de si toi, t'en parles pas. Ouais. Et en plus, je sais pas, c'est un homme âgé, taiseux déjà de base. Mm. Donc, je me suis jamais sentie d'aller le voir et lui dire oui, c'était comment pendant ce moment-là de ta vie, quand vous êtes arrivés. Est-ce que, juste même savoir si tu t'attendais à ça, tu vois, genre est-ce que t'as été déçu, est-ce que directement tu t'es dit j'ai kiffé, enfin tu vois, tous ces trucs-là où au final j'aurais jamais vraiment mes réponses, enfin j'aurais pas la réponse du principal concerné, quoi. Mais moi, je pense aussi moi, pourquoi je pense que c'est beaucoup plus par rapport à ma mère, c'est parce que c'est eux qui ont immigré, tu vois. Ouais. Oui, Je me dis, ce que je vais poser comme question à mes grands-parents, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va Ouais. être des questions de guerre, tu vois, des questions de oui. Il y a forcément un moment où ils vont commencer à me dire oui, j'ai perdu un frère ou j'ai perdu Oui. un. Ouais, il y a des moments durs en fait. Ouais, voilà, tu vois. Donc, est-ce que j'ai. Enfin, je sais qu'il faut que je travaille dessus. Je me le suis dit. En plus, comme je vais beaucoup plus souvent en Algérie, etc. Donc, je sais qu'il faut que moi aussi, il faut que je fasse ma part du travail. Tu vois, Ouais, bien pour que je sûr. puisse avoir une transmission digne de ce nom et vraiment personnelle. Mais c'est vrai que le sentiment de pudeur et où tu te dis, des fois, tu peux poser des questions sur des choses où je pense qu'on n'imagine même pas un petit peu oui, à quel point ça la a pu être souffrance. violent. C'est ça aussi qui est un peu plus compliqué, tu vois. Bah surtout, ça questionne trop de choses. Ça questionne aussi sur le rapport au deuil. Ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple, il y a des familles où quand il y a quelqu'un qui meurt, on n'en reparle plus jamais, tu vois. Donc En fait, c'est aussi des sujets délicats dans nos familles. Ouais, mais et ça rentre dans le cercle des tabous, des nanani, des traumas intergénérationnels et qui se passent parce que nous aussi, d'un côté, t'as pas l'échange ou t'es pas encore dans l'échange où pour accepter toi ton histoire et genre vivre pleinement avec le fait que t'es algérien ou t'es marocain ou X ou Y, il faut aussi que tu connaisses ton histoire. Et quand derrière, ça a été tellement traumatique qu'ils peuvent pas te le raconter ou qu'ils le racontent pas de manière naturelle, ça aussi, ça te freine dans ta construction personnelle, tu vois. La recherche d'identité, mais par exemple, tu vois, moi, quand je suis née au Sénégal au moment où il y avait des rébellions, genre il y avait des groupes rebelles qui prenaient en otage des Français, et du coup c'était déconseillé de vivre là-bas en tant que Français, etc. Et le meilleur ami de mes parents est mort, genre, je crois quelques jours avant ma naissance, parce que en gros, les rebelles posaient des mines, et bref, il était dans un bus, le bus a roulé sur une mine, a explosé, et en fait, je m'en suis rendu compte parce que à chaque fois que je vais au Sénégal, en gros, le propriétaire du magasin à côté de notre maison a pas de bras. Enfin, il lui manque un bras, tu vois. Et la dernière fois, un peu, tu sais, par hasard, je dis à ma mère, mais comment il a perdu son bras? Et là, genre, elle me dit, ah oui, mais c'était juste avant que tu naisses, machin. Ils ont pris le bus avec un tel. Ils ont, et genre, c'était notre meilleur ami, machin. Ils ont roulé sur une mine et lui, il est mort. Il y a beaucoup de gens qui sont morts et lui, il a perdu son bras. Et genre, comme tu dis, tu sais, t'es en mode. Ils ont banalisé la chose, limite. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a eu un climat de violence qui t'a potentiellement entouré et qui a été une source de stress et d'inquiétude de ouf pour tes parents. Et toi, tu t'en doutes même pas. Surtout que c'est raconté des fois tellement, genre c'est balancé comme ça, et puis après toi t'essayes de recoller les morceaux dans ta tête, tu dis attends, parce que du coup toi t'allais à la fac, t'es né en telle année, ça veut dire que la fac c'était quoi, en 90 Tu commences à réfléchir, tu te dis, donc en fait finalement c'était il y a pas très longtemps, donc en vrai je comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, genre c'est tout un truc, mais parce que genre c'est balancé comme ça. Mais des fois tu poses la bonne question et après tu fais c'est parce qu'en fait l'autre jour il y a eu ça, et voilà. Et vous, comment vous l'avez vécu, genre, l'histoire de l'immigration de vos parents ou de vos grands-parents? Genre, comment vous l'avez ressenti la première fois qu'on vous l'a expliqué? Ah, moi... Parce que je pense que déjà, la première fois qu'on te l'explique, on ne met pas autant de détails. Ouais. Déjà. Genre, en gros, on te dit juste... On te dit les grandes lignes. Machin... Mais moi, plus je grandis, plus t'en apprends, quoi. Ouais, et plus j'apprends, et plus ça me touche. Ouais. Et plus ça m'énerve, en fait. Des fois, quand je me dis,
tu vois, toutes les réparations qui devraient y avoir, quand je me dis que, tu vois, c'est des gens qu'on est venu chercher, même des fois, juste quand tu parles de la guerre, tu vois, pendant la Première Guerre mondiale, il y a des gens qu'on est venu chercher juste pour ça, qu'on n'a jamais réparé, des gens qui sont morts au nom de la France parce que juste on les a utilisés comme chair à canon. Et et je trouve, c'est des trucs qui nous construisent aussi nous, tu vois, genre même inconsciemment, c'est des trucs, c'est des traumas qu'on nous a retransmis, c'est des tabous, comme t'as dit, qu'on nous a retransmis, etc. Et juste me dire, en fait, moi, des fois, ça me fait trop mal quand je vois comment nous, on est traités, les personnes racisées, par l'État français, par la société, par même certains Français de souche, entre guillemets. Et la rage que ça peut me mettre, ou même quand je vois des vieux papis que j'identifie à mon papy à moi, et je me dis, genre, ouais, j'ai beaucoup plus de rage aujourd'hui quand j'entends tout ça qu'avant. Moi, je suis pareil que toi. Au début, carrément, même moi, j'avais une bonne image de la France parce que on m'expliquait vraiment les grandes lignes. C'est un gars qui est venu récupérer ton grand-père, il l'a ramené en France pour qu'il travaille, pour qu'il ait une situation. Donc moi, je dis, ah ouais, la France sont venus, ils ont aidé mon grand-père et tout. Après, on m'a expliqué les détails, les conditions, comment il est arrivé. Ouais, donc c'est un gars, il est arrivé, il a pris ton grand-père, il l'a pris comme un esclave. Il a regardé ses dents, il a regardé ses muscles, il l'a mis torse nu devant tout le monde pour voir s'il pouvait aller en France. Il est arrivé, il lui a mis un tampon dans le dos pour dire c'est bon, tu peux aller en France. Donc je dis, wesh, mais là c'est de l'humiliation, c'est inhumain. Ouais, il a pris ton grand-père parce qu'il est petit en taille, comme ça il peut aller sous la mine, il peut aller à 1 kilomètre et tout. Sous les mines, il y avait des morts. Et là, tu comprends de plus en plus comment ça se passe. Tu dis, ah ouais, mais là, ils ont fait une phase d'eau. Enfin, c'est une dinguerie. Ils ont utilisé mon grand-père pour des biens à eux, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est là où plus tu grandis, plus tu as des détails. Et tu as pas une haine. Moi, c'est pas une haine, mais une sorte de revanche. Tu vois. Parce que je me dis, et ça m'a beaucoup forgé et beaucoup aidé dans tout ce que j'ai fait, que ce soit à l'école ou même là, ce que je fais dans mes projets professionnels. C'est de me dire, vas-y, mon grand-père, mes grands-parents n'ont pas immigré pour rien. Quand je pars dans mon village, je vois les petits, comment ils vivent et tout. Je dis, tiens, j'aurais pu être comme eux. Mais si mon grand-père il nous a ramenés en France, c'est pour que nous, on ait une meilleure situation et pour que, justement, qu'on évolue socialement. Parce que nous, dans nos villages, il y a des familles entières qui meurent de faim. Mais quand je dis mourir, c'est vraiment la mort. Il y en a qui sont aveugles par la faim parce qu'ils ne mangent pas, tu vois. Donc je me dis, et quand je repense à ça, l'histoire de la famine, l'histoire de mon village, l'histoire d'immigration, en fait, c'est vraiment, t'es révolté et t'es obligé de te donner à fond. Tu te dis, ça, en fait, tu le fais pour toi d'abord, mais tu le fais aussi pour eux. Parce que t'as pas envie d'être un gâchis. Tu vois pas? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est beaucoup comme ça que je le vois, que je le vis aujourd'hui. Et ouais, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est une sorte aussi de on appelle ça, c'est vraiment, c'est un boost, quoi. Ouais, c'est une motivation. Tu vois, c'est vraiment une motivation. Mais est-ce que du coup, ça te met pas de la pression dans ce que tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas des choix que tu fais, pas par dépit, mais genre ah non, parce que je me dis, avec une arrière-pensée? Non, enfin, non, parce que c'est vraiment une bonne motivation. Moi, c'est plus arrivé quand j'étais au lycée. Tu vois, au lycée, j'avais trop de difficultés scolaires parce que le collège et tout, c'était le bordel. Des profs qui venaient pas pendant 1 an, des profs qui disaient venaient pas demain je serais malade, enfin des trucs de fou. Du coup, en fait, non, c'était une dinguerie. Et en fait, dès qu'on est arrivé au lycée, moi, mon collège et même les collèges de mon secteur, il y a eu un vrai décalage. Parce que notre lycée, il est situé à Cergy. Et derrière Cergy, t'as la campagne. Et tous les campagnards, ils sont venus chez nous. Et là, t'avais un décalage de niveau, c'était une dinguerie. Et ouais, seconde, première, j'arrivais pas du tout. Je voulais même arrêter l'école. Et quand je suis arrivé en terminale, je visais le rattrapage, je visais pas le bac, je visais juste le rattrapage. Et en fait, quand j'étais sensibilisé par l'histoire d'immigration de mon grand-père. Je me disais, mais en fait, là, t'es en mission, en fait. Ouais. Faut pas que tu sois un gâchis parce que, et surtout, ce qui m'a sensibilisé, c'est faire quand tu vas au Maroc, quand tu vas voir ton village, tu vois les petits, comment ils vivent. Eux, c'est quoi leurs écoles à eux? Moi, mes cousins, ils sont à l'école dans des tentes. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de feuilles où on te donne de quoi. C'est une tente. Tu vois, c'est de la en fait, t'as une chance. Ouais. Même si on a il y en a, ils ont le minimum, mais on a vraiment une chance. Mais je sais pas si on se rend compte de ce qu'on a, nous, tu vois. Et ça m'a grave motivé. Et à partir de là, bah, vas-y, même si je travaillais plus déjà à l'école et que j'avais des mauvaises notes, je dis, vas-y, il faut changer un truc, je suis obligé de faire encore plus pour réussir. Après, ce que tu me dis là, je trouve c'est de la pression quand même. C'est la pression tu vises quand même quelque chose. Oui, tu vises, mais après, c'est une pression. Après, c'est une discipline que tu te mets, etc. Oui, mais c'est quand même de la pression. La pression, je l'avais déjà avant, de toute façon. Tu vois, quand j'étais pas forcé, en seconde, première, la période où c'était vraiment difficile à l'école, j'avais la pression de mes parents. Ouais. Parce que mes parents, vraiment, l'école, pour eux, c'était un truc de waouh. Si j'avais une heure de colle, pour ma mère, c'était comme si j'étais en garde à vue. Oui, mais elle aussi, parce qu'elle a la même pression que toi, tu t'es mis avec ton grand-père. Elle s'est mis la pression aussi d'élever des enfants
qui Elle, je réussiront, sais pas si tu c'est vois. pareil parce que eux, leur génération, eux, les parents, l'école, enfin, ils étaient pas, Ouais, mais ils étaient pas bien intégrés, ils connaissaient pas forcément l'école, comment ça se passait, tu vois. Oui, Ouais, mais justement. vraiment- mais est-ce que eux, ils ont pas aussi idéalisé l'école? Oui, ouais. en fait aussi, ils ont eu des regrets, je pense, à l'école, tu vois. Mm. Ils ont pas forcément fait des grandes études. Et aujourd'hui, Ils auraient aimé. voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils nous mettent aussi cette pression-là. Donc l'impression Oui. que je l'ai eu depuis que je suis petit sur l'école, tu Mm. vois. Donc peut-être je me rends pas compte que j'avais une pression à cette époque-là, tu vois. Mais Mais là, la différence, c'est que c'est toi qui te la mets, en fait. C'est juste. c'est ça. Mais en tu soi, fais pas les c'est choses pour moi pour tes c'est parents, c'est aussi c'était. Je me suis rendu compte que c'était aussi une obligation, tu vois. Mm. Et aujourd'hui, quand je vois là où ça me mène, bah je suis grave fier, en vrai. Ouais. Ah. Donc mais non, moi vraiment l'immigration, c'était vraiment un truc qui m'a très très bien boosté. Ok. Ouais. Moi, je me dis, genre par rapport à l'immigration, je me dis, en fait, genre mes grands-parents, ils ont fait tout ça, etc. Et je me dis, mais j'ai le droit. Genre, je suis là. Et si vous êtes là aussi, c'est aussi en partie grâce à nous. Enfin, tu vois, c'est autant grâce à vos grands-parents qu'aux miens qu'on est tous là et que les infrastructures dans lesquelles on est, elles fonctionnent, entre Ouais. guillemets, tu vois. Et du coup, j'ai ce truc de... Après, bon, moi, j'ai choisi le journalisme et tout, parce que je trouve ça trop important qu'on ait une voix maintenant. Tu vois, je me dis, il y a tellement de gens, même il y a pas longtemps, j'ai discuté avec des femmes de ma famille, genre les sœurs de ma grand-mère, et on parlait de trucs, et je me suis dit, c'est fou de se dire que en France, il y a 50 ans, il y avait des femmes qui vivaient comme ça, et ça a alerté personne, et ça a dérangé personne. En gros, on parlait de violence conjugale, de mariage. Elles étaient mineures, tu vois, quand elles se sont mariées. Ouais. Elles se sont mariées avec des hommes qui les ont battues toute leur vie, qui, tu vois, où tout était interdit, même manger en même temps que tout le monde, c'était interdit, tu vois. Et en fait, tu te dis, ces femmes-là, elles ont grandi comme des esclaves. Et limite, bon, je pense pas qu'on en soit là, mais la meilleure chose qui leur soit arrivée dans leur vie, c'est que leur mari soit mort, parce que elles ont enfin trouvé la paix, tu vois, et le calme. Et je me dis, c'est fou de se dire que à cette époque-là aussi, bon après c'était une autre société et tout, les violences n'étaient pas accueillies comme aujourd'hui, mais c'est fou de se dire que ces femmes-là, elles ont vécu l'horreur, et qu'aujourd'hui elles sont en mode, non mais ça va, genre, non mais tu vois ou pas? Ouais. Non, mais ça nourrit tout le discours de les gens là sur internet qui te disent ouais, mais c'est plus comme avant, etc. Oui. Bien sûr, parce que le seuil de tolérance, il n'était pas du tout placé au même endroit. On n'était même pas du tout dans le même contexte. Ouais. Là, c'était il y a certaines histoires qui sont reliées à vraiment comme une précarité qui est, par exemple, une femme où on va dire elle a supporté tant de choses, bien sûr parce qu'elle avait aucune échappatoire. Oui. Elle était juste bloquée dans cette situation-là. Mais oui. Là où maintenant les femmes elles ont tous les droits, etc., beaucoup plus toutes les libertés possibles, où on peut pas juste dire oui mais avant les choses étaient différentes. Bien sûr les choses étaient différentes, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient réduits au rang d'esclaves. Ouais. Mais c'est ça, et en plus de ça, la dernière fois je lisais un truc et c'était un mec qui disait ouais en gros il y a plus de femmes comme nos mères et tout, le truc qu'on entend de... Ouais, est-ce que c'est le mec sur Twitter qui a dit que sa mère elle allait en marchant tous les jours parce que son père il voulait pas qu'elle passe le permis? Parce que ça je l'ai lu, j'étais profondément choquée quand même. Ça je l'ai vu aussi, ça c'est drôle. Et en fait il y a une meuf qui a répondu, mais c'est parce que les hommes de ta famille ils étaient nazes, genre en vrai de vrai, genre juste prends du recul et rends-toi compte qu'en 2025 il y a un homme qui se comporte comme ça, le problème il est vers lui, il est pas vers ta mère qui a été trop courageuse et qui a tout fait juste pour faire en sorte que ses enfants ils survivent. Ouais. Tu vois. Et rien à voir, mais en reprenant quand même ce que je disais un petit peu avant, par rapport à les histoires qui sont racontées, il y a quand même, je trouve, beaucoup plus de projets maintenant et de choses qui sont mises en place justement pour raconter ces histoires-là qui, au final... c'est comme quand il y a eu il y avait eu, avec le Bondi Blog, la projection d'un film. Ici, on noie des Algériens. Je crois que c'est ça le titre, il me semble. En tout cas, ça racontait le soir où ils ont assassiné un grand nombre d'Algériens en les noyant dans la Seine. Et ce qui m'avait frappé, c'est vraiment... Je me rendais pas forcément compte, mais je crois qu'il y avait un des témoignages dans le documentaire qui disait on est vraiment les derniers à raconter. Oui, oui, c'est ça. Et que après, une fois que nous on sera décédés, en plus ils avaient l'air tellement jeunes,
la 55e. Mm. Et t'étais là en mode. La cinquantaine, la période 50 Parce qu'il y a un trou entre 50 et 60. Ouais. Donc la 55e. Au Ah, milieu de la 55. cinquantaine. Et je me rendais compte à quel point ils étaient jeunes, mais en même temps, oui, enfin, tu vois, au bout d'un Mais moment, oui. ces voix, elles vont s'éteindre. Mais je pense aussi que nos générations, elles veulent raconter, elles veulent du témoignage et tout, parce qu'on l'a compris. Donc il y a un sentiment d'urgence où on a besoin de produire du contenu, on a besoin d'informer, et surtout on a réalisé que personnellement, on avait besoin de savoir d'où on venait, pourquoi notre se construire relation aussi, avec ouais. la France, elle est aussi compliquée, Mm. pourquoi la relation de l'État avec les quartiers populaires, tout ça, tu vois. Il y en a une qui le fait bien là en ce moment, c'est Rania Daki, avec Diaspora. Ouais. Elle arrive à raconter justement, elle fait quoi, elle toute seule, elle va dans le salon souvent des Ouais, mamans. c'est trop Ouais. bien. Et elle raconte l'histoire d'immigration, mais pas forcément Bah, que par la leur nôtre. prisme à C'est elles. ça, pas forcément que la nôtre, mais Colombie, en Afrique, ceux qui ont d'immigrés de l'Asie, donc vraiment de partout. Et je trouve que c'est super bien parce que même nous, derrière, t'apprends sur l'immigration de la Colombie. Comme, moi, je sais pas comment ça s'est fait en fait. Ouais. Comment des Colombiens sont arrivés chez nous. Alors que tu vois, ici, enfin chez nous, comment ils sont arrivés en France, parce que surtout que c'est une minorité. Ouais. Enfin, nous, c'est pas ce qu'on voit plus. Nous, en dans fait, nos on villes. est la majorité nous- de la minorité, Tu vois, tu vois. la plupart, moi, on connaît l'histoire nous des Maghrébins. Je sais que la plupart sont arrivés dans les usines, tu vois, pour Ouais. travailler dans les usines. Les Sénégalais, c'est aussi pareil, tu vois, à Mantes-la-Jolie, il y en avait beaucoup des trucs comme ça. Mais le travail des Asiatiques, comment ils sont arrivés en France, tu vois, même Oui. moi, c'est l'histoire qui m'intrigue. Et je trouve qu'elle, elle le fait vraiment trop bien. Ouais. Et faut aller regarder ça. Aller regarder Diaspora. Mais et oui, et un merci énorme pour le Mm. travail qui est fourni, parce qu'il y en a Ouais. d'autres aussi qui le font. Il y a Parole d'immigrés. Genre, Ouais. j'ai Ouais. essayé tout à Avec l'heure un de petit me peu. dire, ouais, qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui. Mm. J'avais pensé à Diaspora, j'avais pensé à Parole d'immigrés. Il y a Nos des darons, nos livres darons aussi. aussi. Nos Ouais. darons de Gaieté, ils font Il ça. y a énormément de livres maintenant d'auteurs qui prennent quand même le temps de genre mettre sur papier. Je trouve que ça aussi c'est Oui. important Et de laisser même une trace écrite. pendant des années, on a même des historiens français qui ont voulu, qui militent encore aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que juste la guerre d'Algérie, par exemple, les archives, elles sont pas publiques. Mm. On peut pas savoir combien de morts il y a eu. Il y a toute une omerta aussi autour de ça, qui fait que tant que nous, on n'aura pas la vérité, on va la chercher. Tant qu'on nous fermera la porte, on continuera déjà à essayer de l'ouvrir. Et en plus de ça, il continuera à y avoir des problèmes. Parce que vous avez quelque chose à vous reprocher, en fait, dans Mhm. l'histoire. Mm. Et donc, Mais vous nous laissez pas accès à qui on est. Et ça se voit aujourd'hui encore, quand il y avait eu du coup avec le journaliste là, Oui. qui a été censuré, il y a avec le film sur Frantz Fanon, enfin il y a sur beaucoup de choses. Là on parle de évidemment, de l'actualité, mais là ça touche le Maghreb, mais parce que j'ai l'impression que c'est là où il y a la lumière, alors que vraiment il y a encore beaucoup d'autres problèmes Oui, aussi à bien côté. évidemment. Ou en termes d'immigration et aussi des conséquences de la colonisation, il y a des vrais problèmes. Et c'est comme juste pour les dom-toms. Quand tu vois à quel point c'est délabré là-bas et où il y a une absence totale d'aide. Alors c'est le même pays. Hein. Alors Ouais. c'est le même pays, Ouais. mais ces gens-là sont considérés comme des étrangers. Ouais. Et quand ils viennent, il y a tellement un décalage. Ils sont considérés comme un peu immigrés, tu vois, mais un immigré de la Réunion, genre. Mm. Et tu le vois qu'il y a une histoire qui est différente, etc. Oui. Alors que ça fait partie d'un même pays. Pourtant, c'est totalement genre effacé. Mm. Effacé et on n'a pas, comme tu as dit, d'infos. Ouais, Et genre, même, ça paraît limite normal que On l'a là-bas, ça on l'a soit moins banalisé. pauvre. On l'a Ouais, banalisé. ça, aux yeux des institutions, ça paraît normal que ça soit donc ça soit plus pauvre, pardon, qu'ils aient moins d'infrastructures. Tu vois, comme si mais dans tous les cas, eux, c'est des noirs, tu vois, ils sont habitués à être dans la pauvreté, à avoir des hôpitaux qui fonctionnent pas bien, c'est le même fonctionnement que l'Afrique, limite, tu vois. ce qui profite à certains partis politiques qu'on ne citera pas. Mais justement, pour revenir sur les dom-toms, parce que eux, souvent, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est vraiment français? Est-ce que vous, enfant d'immigrés ou petit enfant d'immigrés, vous vous sentez français? Ouais, à fond. Ouais, moi, je me Ok. sens française. La Et toi? France, c'est mon Ouais, pays. moi, ouais, franchement, ouais. Parce que, en vrai, j'ai grandi ici. J'étais à l'école de la République. Je travaille en France et j'ai fait toute ma vie en France. Après, je sais que dans mon entourage, quand je dis entourage, c'est vraiment, ça peut être les amis il y a beaucoup ce rejet. Mais je le comprends. Parce que même moi, je me dis, quand j'ai regardé le film de Fanon, Ouais. tu vois, l'histoire de Fanon dans le film, c'est vraiment il y a un passage sur l'Algérie
sur les moments avec la colonisation. Et je me dis, mais si moi j'avais un DZ, la haine que j'aurais sur la France, Ouais. la torture. En fait, le pire, enfin, c'est une dinguerie. Et je comprends ce rejet aussi, tu vois. Mais après, moi, c'est pas quelque chose Oui, que je refuse. après, moi, je pense que c'est facile de pas se sentir français parce que Oui. il y a Mm. rien qui Qui t'aide à te t'attache. raccrocher, C'est ça, On te pousse à, genre, nous... te sentir différent. c'est ça. Et moi, je pense que c'est vachement l'école. Genre le fait d'avoir fait des études, d'être intégré dans un système scolaire, etc. Qui a fait que, parce que les gens de mon entourage qui se sentent pas français, c'est aussi des gens qui se sont retrouvés très vite dans le monde du travail, qui ont dû, en fait, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, quand t'es dans l'école, je trouve que t'es vachement dans un cocon quand même social, tu vois, genre, t'es pas directement face aux inégalités, enfin, il y a des inégalités, il y a des choses que t'observes. Mais t'es encore traité de la même manière, Voilà. si je peux dire ça. Ouais. Mm. Et en fait, c'est quand t'arrives dans le monde du travail que là, tu te rends compte, ou quand tu commences à être... Toutes les défaillances, en fait. Voilà, ou quand t'es considéré comme un adulte aux yeux de tout le monde, Ouais. ou quand tu viens... quand t'es plus précaire, quand t'es plus pauvre, et que juste t'es mis face aux inégalités, t'es mis face au contrôle aux faciès, t'es mis face juste au fait qu'on te rejette quand tu cherches un travail alors que t'es autant qualifié que quelqu'un d'autre, tu vois. Et je pense que c'est ça qui t'éloigne vachement du sentiment de te sentir français. Moi, je pense à partir du moment où tu comprends que tu participes activement À la société. à la société, peu importe ton poste, on s'en fout que tu sois directeur de je ne sais quoi ou un poste qui est aux yeux des autres moindre. Mm. À partir du moment où tu comprends que tu es nécessaire, genre t'es dans une boucle qui fait que... ouais, enfin, je veux dire, là, il y avait une trend sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu, genre, oui, c'est un groupe de personnes à chaque fois dans un taf, peu importe, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans un supermarché, n'importe où, et à chaque fois, ils font partir toutes les personnes qui sont immigrées ou issues de l'immigration. C'est quoi cette trend? Tu connais pas? T'as pas vu? Non. Genre, en gros, c'est un grand groupe, comme ça, tous les employés, par exemple, et ceux qui vont rester, c'est que ceux qui sont français de souche. Il y avait eu ça aussi aux Et États-Unis, ils genre, partent tu sais, par rapport tous, aux et tu nouvelles. vois, il Ah, reste, par rapport à Trump, non? Ouais, Si, ça, j'ai vu avec et il Trump. reste ouais. toujours que 2 pecnos, genre. Ouais. ouais. Et à partir du moment où tu Où tu comprends reprends que dans tous les cas, la société, elle doit tourner avec toi, Ouais. Mm. tu peux pas dire genre non, je suis pas français. Si, parce que en fait, mais activement, Et ouais. actif, Tu participes à la tu société, participes. tu fais avancer la société. Et je trouve ça dommage, du coup, de se mettre dans une position où tu dis non, mais moi, de toute façon, je me sens pas français. Genre, si, dis que le temps que tu passes, c'est pour la France, et parce que t'es français. Mais après, je pense que c'est aussi des gens qui subissent beaucoup d'inégalités. Oui, voilà. Et en fait, c'est là où ils se sentent rejetés. Mais bien sûr. Et je pense que c'est aussi pour ça. Mais je comprends complètement ceux qui se sentent pas justement français par rapport à ça, tu vois. Oui. Et comme tu as dit, par rapport au truc, oui, en tant qu'Algérien, par exemple, quand tu regardes la haine que tu peux avoir, moi, je dirais pas que ça peut te faire développer une haine parce que tu te rappelles de l'histoire passée, parce qu'il faut quand même que tu gardes en tête que c'est l'histoire passée. Tu vas pas haïr des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de responsabilité. Oui, de lien direct avec... Mais ça peut te pousser à te dire, ok, la situation n'a jamais changé parce qu'avant, c'était comme ça, et aujourd'hui, on traite encore ceux qui ne sont pas français comme ça, de cette manière. Bah, aujourd'hui, on torture personne, tu vois, mais ils sont torturés de manière différente, tu vois. Bah, c'est de la torture psychologique, si tu regardes bien, tu vois. Ne jamais savoir comment tu seras demain, comment tu seras considéré demain. Est-ce que tu seras dans la légalité de te promener dans la rue? Est-ce que tu vas pouvoir terminer tes études? Tu vois, c'est tous ces trucs comme ça. Et surtout, quand tu vois que c'est de la pure hypocrisie, si tu va dans un resto, va dans les restos parisiens et va voir qui travaille, qui y a en cuisine, qui fait la plonge. Le vigile. Tu vois, voilà, les vigiles. Enfin, regardez juste les petites mains de ce pays. On s'en est rendu compte pendant le Covid. Un éboueur, ça a tout autant sa place qu'un médecin dans la société. Sûr. Pour la salubrité, ces gens-là, ils sont nécessaires. Et c'est juste, vous décidez de les traiter comme des merdes parce que vous pensez qu'ils sont inférieurs à vous, parce qu'ils parlent pas votre langue, ou parce qu'ils sont arrivés il y a pas longtemps et que vous pensez qu'ils sont nés hier. Mais ces gens-là, le vécu, ils l'ont. Bien sûr. L'expérience, ils l'ont aussi. Ils se sont juste extraits d'un écosystème pour aller dans un autre, tu vois, qui est différent culturellement, ou enfin sur les frontières et la manière de vivre au quotidien. Mais ça reste des gens qui ont eu des enfants, des gens qui ont travaillé, des gens qui ont fait des études, des gens qui ont vécu tout simplement l'histoire de leur pays. Et pour répondre à est-ce qu'on se sent vraiment français, je pense que tu vas te sentir...
tu vas être ok avec le fait de dire que t'es français quand tu connais parfaitement l'histoire de ton pays, tu vois. Pas parfaitement La France ou de ton pays de ton pays d'origine. ok. Pas forcément pouvoir la réciter, tu vois, mais genre comprendre les tenants et les aboutissants, tu vois, qui a fait quoi, comment ça s'est développé, pourquoi aujourd'hui en France il y a des immigrés de ton origine, Oui. pour pouvoir dire, bah moi je suis français et c'est vraiment personne ne va me le retirer, parce que voilà ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui je sois là, tu vois. Et c'est là où ouais, je crois que c'est aussi à nous de faire le taf et pour après transmettre. Parce que du coup, en vrai, quand on dit, ouais, est-ce que vous pensez que ça nous est bien transmis, vous réfléchissez au fait qu'un jour vous allez avoir des gosses et devoir leur transmettre, leur expliquer. De manière indirecte, du coup, parce que c'est pas nous qui. En vrai, il y en a, oui, qui l'ont vécu, tu vois, parce que je pense que quand tu vis avec des gens qui ont immigré, je sais pas, t'as un truc, une connexion. Il y a forcément une expérience de vie. C'est ça, l'expérience, voilà. T'as forcément quelque chose à raconter. À raconter, ouais. Mais moi, franchement, je trouve que c'est quelque chose d'important et qu'il faut garder. Parce que je me dis, moi, j'aurais honte. Mon fils, il me dit, ouais, comment on est arrivé en France? Qu'est-ce qui se passe là? Il ne sait pas quoi lui répondre. Tu vois, donc je pense que c'est vraiment quelque chose, il faut le garder. C'est notre patrimoine. En vrai, c'est vraiment notre patrimoine. L'immigration, c'est un truc culturel et qu'il faut continuer à transmettre. Ouais. Bah oui, de toute façon, le devoir de mémoire, on l'a pour la Première Guerre mondiale en France, il faut qu'on l'ait pour nous aussi. Et même si institutionnellement, on l'a pas, même si on n'a pas de jour férié, même si on n'a pas de... Enfin, on n'a pas de jour dans le calendrier qui dit aujourd'hui on pense à vous, aujourd'hui on vous commémore, que nous on est les nôtres, que nous on est nos événements de... Tu vois, quand t'entends une date et que t'es en mode ah, mais aujourd'hui par exemple c'est la fête d'indépendance de mon pays, tu vois que tu le saches parce que c'est tout aussi important, c'est aussi quelque chose qui te construit, dans le quotidien. Genre, moi je sais que le 5 juillet on le fête, bon déjà parce que c'est l'anniversaire de ma sœur, mais ça a une vraie signification, tu vois. À la maison tout le monde sait que c'est la fête d'indépendance, tu vois, donc on a ce truc et je pense que en plus le fait que ça tombe pendant l'été, ça a un peu aidé le truc de voir comme ça comme un jour de fête parce que là-bas ils le fêtent beaucoup. Et aussi parce que le 5 juillet et l'indépendance c'est quelque chose de récent en vrai. Tu vois, est-ce que ça joue pas aussi derrière? Oh, récent quand même. Je pense. Bah c'était quand? C'était en 62, ouais. Tu vois, mais les autres pays c'était ouais, en vrai c'est dans les mêmes eaux, tu vois. C'est dans les mêmes eaux là, surtout enfin on a pris décolonisé en même temps. mais ouais, non, je pense rendre ça un peu plus important dans le quotidien. Tu vois, te rendre compte que c'est comme quand on a posté le truc sur le nouvel an sur Martin Luther King. Ah oui. Bah, ça a tombé en même temps que la date d'indépendance du Sénégal. Et bah tu vois, genre en vrai moi je le savais pas, Leila elle le savait, ce qui prouve que t'as un petit peu des connaissances. Mais tu vois genre ouais, en vrai, important à savoir. Important, ou même toi, quand tu vas savoir, ah, c'est la fête d'indépendance. Ouais, même on a tous des dates repères un peu, tu vois, genre on sait que le 14 juillet, c'est la France. Après, en général, tu sais que moi, par exemple, le 5 juillet, je sais parce que je suis née le 4, tu vois, mais c'est aussi ce truc de, ah, moi, je sais que mes deux origines, c'est un 4 avril, un 5 juillet, tu vois. Et il y a le 14 juillet au milieu. Bon, 3 fois la fête, ça va. Voilà. Même période. Mais aussi, c'est que c'est différent. Par exemple, moi, 14 juillet, avant, je m'en fous, moi. Bah, c'est le feu d'artifice, tu vois. On sort le soir, nous. Voilà, moi, j'avais le droit de mettre des pétards, quoi. J'avais des claques doigts. Mais sinon, parce que j'ai pas le... Enfin, nos familles aussi, elles avaient pas le même lien. C'était il y a archi longtemps. De 14 juillet, bah oui. Voilà. Ouais, mais parce qu'on est dans... Ouais. Donc, tu vois, genre, quand tu le fêtes, c'est aussi, on se sent vraiment pas concerné par le 14 juillet parce que... Parce qu'on l'a pas vécu. En fait, nos ancêtres aussi. Voilà, et nos ancêtres, ils ont pas contribué à ce qu'il y ait la Révolution française. Nos ancêtres, ils ont contribué à... Vous pensez que quelqu'un qui a une famille française de souche, il fête de fou? Je pense pas, parce que même eux, moi, ce qui me choque, c'est que... Mais eux, ils regardent le défilé, non? Oui, il y en a qui regardent le défilé, mais même eux, moi, ça m'est déjà arrivé de demander un peu l'origine des Français de souche, c'est-à-dire qu'est-ce que faisaient tes parents, tes arrière-grands-parents, parce que même moi, ça m'intrigue, tu verras vraiment tout. Et il y en a, ils n'arrivent pas à te répondre. Et ça, je trouve que c'est grave dommage, tu vois. Alors que, je sais pas, après, peut-être c'est quelque chose qui est en moi qui m'a toujours intrigué. Moi, je sais que
mon arbre, j'ai déjà fait des arbres généalogiques avec mon grand-père, je suis allé jusqu'à 8 générations au-dessus de moi. Tu vois, c'est vraiment peut-être quelque chose qui est en moi. Mais ouais, t'as besoin de savoir. Ouais, c'est ça. Mais eux, j'ai pas cerveau. l'impression qu'il y a aussi ce truc de savoir qu'est-ce que faisaient leurs Est-ce que grands-parents. finalement, c'est pas parce qu'ils vivent dans leur pays d'origine? Ouais. Tu vois, Sûrement. est-ce que si nous, on vivait pas en Algérie, au Maroc, au Sénégal, etc., est-ce que nous aussi, on prendrait le temps de le faire? Parce qu'on est la norme, en fait. On est... Par exemple, j'avais eu un retour sur la vidéo que du coup Farah avait posté pour Kissas sur l'Arbi Ben Mhidi. Et en gros, genre, j'avais quelqu'un qui est justement immigré d'Algérie et qui avait dit ouais, bon, en gros, il y avait eu un accrochage sur le nom. Elle avait dit Ben Hamidi au lieu de Ben Mhidi. Et j'ai dit oui, en disant vite, en vrai, tu fais vite, ta langue, elle te fourchassait rapidement. Et après, j'ai dit, en tout cas, c'est l'histoire qui compte. Et il m'avait dit, mais moi, l'histoire, je l'ai entendue 10 000 fois, j'ai appris que ça à l'école, maintenant, je m'en fous. Ouais. Et tu vois, je me suis dit... C'est comme nous, peut-être on en a marre de Napoléon, tu vois. Ouais. Genre, est-ce que... Non, attends. Parce que je crois que tu l'as pris en mode, il a craché sur l'histoire. Non, en mode, genre, là, tu me dis l'histoire, là, je te demande, genre, juste de... Attention, il y a une faute dans le nom. Ouais, c'est juste en vrai. Fois, je la connais. Je la connais, genre, je la sais. Pour te montrer à quel point, peut-être que aussi, nous, on a une certaine... on met une importance parce qu'on a le choc aussi. Parce que c'est pas notre pays d'origine, parce qu'on apprend l'histoire... un petit peu, on doit en décaler déjà creuser, ouais, voilà. Là où pour certains c'est la norme, c'est l'histoire du pays, genre leur cours d'histoire c'est que ça. Tu vois. Je capte ce que tu veux dire. Donc est-ce que aussi nous on n'est pas biaisé parce que on vit pas dans le pays d'origine, est-ce que, enfin tu vois. Et moi je pense qu'il y a, on est aussi choqués. On met beaucoup d'émotions dans les histoires qu'on entend parce que ça nous touche. Directement, c'est pas comme si... Et parce qu'on l'entend pas aussi tout le temps. Voilà, je pense quand c'est pas comme si on était... C'était un truc une histoire qu'on nous raconte depuis la 6e et t'as juste un peu plus de détails selon ton niveau d'études. Je pense que c'est ça aussi qui joue. Sur l'importance qu'on y met. Mais je pense que c'est aussi notre devoir. Et pour ceux qui, aujourd'hui, genre, ont immigré très grand, genre, par exemple, je sais pas, il a immigré... à la vingtaine, voilà. Et donc, où ça fait partie intégrante de son histoire, mais tu vois, c'est genre... son histoire de l'école, les cours d'histoire-géographie, là où nous, on dirait que c'est un petit peu plus, ça pèse un peu plus dans la balance, parce que nous, on a le truc de la construction personnelle qui rentre en compte, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est ça qui rend la chose beaucoup plus lourde, où on y accorde beaucoup plus d'importance, et aujourd'hui... parce que c'est aussi notre pays qui a causé du tort, genre le pays dans lequel on a été élevé et dans lequel on a grandi, qui est le pays fautif. Et t'as un double poids, là où tu dois raconter l'histoire de ton pays à l'origine, genre l'histoire du pays et l'histoire de l'immigration. Ouais, tu dois tu vois. C'est vrai que c'est deux choses importantes, parce que moi je sais qu'à l'école, moi j'ai fait de l'histoire et géosciences politiques, et dans cette matière, on te transmet pas l'histoire de l'immigration des mineurs, mais juste l'histoire des mines. Parce qu'en fait, les mines, c'est rentré dans le patrimoine français. Donc, on t'explique, voilà, il y a des terrils, dans le nord, c'est des briques rouges, il y avait des gens qui travaillaient. Voilà, on t'apprend vraiment ça. On va pas t'expliquer qu'il y a un mec de l'armée française qui est venu déshumaniser, tu vois. Donc, faut vraiment, en fait, je pense que c'est les deux aussi qui sont importants, tu vois. Mais après, je me dis, est-ce qu'il y a un truc de cacher le mauvais côté de la France dans le programme de l'éducation nationale ou pas? Bah après, la France, elle va jamais vouloir se donner le mauvais rôle dans l'histoire. Déjà que, je pense que pour eux, qui est au programme les mémoires de la guerre d'Algérie ou même la colonisation. Ça leur fait mal. Mais bien sûr, c'est juste admettre que t'as été le bourreau et la preuve, admettre que eux, ils ont eu le même comportement que des nazis ont pu avoir en France. Mais justement, est-ce qu'en Allemagne, on transmet par exemple la guerre mondiale comme nous, on transmet l'Algérie? On la transmet, mais c'est un pays qui a été puni pour ça, tu vois. Donc du coup, ils ont peut-être une honte face à ça qui se comprend plus que un pays qui fait comme s'il était ressorti grandi de tout ça, dans le sens où nous, il y a encore des gens qui pensent que la colonisation, ça a été bon pour l'Afrique, tu vois. Donc, ils sont dans le délire ça, de... c'est vrai, la différence avec le on leur a apporté ça, nanana et tout. Et à la fin de tout ça, eux, ils sont ressortis en mode... Et maintenant, on les laisse, on leur a donné les clés, maintenant, on les laisse, tu vois. Alors que là où l'Allemagne, à la fin de la Seconde Guerre mondiale... Seconde Guerre mondiale, ils ont été punis, on les a retirés du Conseil de sécurité. Là, aujourd'hui, ils ont aucun pouvoir dans l'ONU, l'armée, l'Allemagne, tu vois. Enfin, si, est-ce qu'ils sont pas... Dans les non, ils font pas partie des 5. Je sais pas. Bonne question. Bon, bref.
C'est le mec qui a fait Sciences Po qui doit répondre. Moi, j'ai pas fait Sciences Po, moi. En sciences politiques, Ah, avec histoire. Histoire, Non, peut-être il peut nous dire qu'il y a quoi comme mine ouais. dans les Il Yvelines. y a les Non. oranges, les marrons, Non, la non, terre non. battue. Non, mais j'ai l'impression qu'au final, on a encore plus de questions dans nos Mais têtes. en Je sais fait, pas, là, moi j'ai plein de questions. En fait, moi, je pense que c'est un gouffre. Genre là, Ouais. on s'est vraiment infiltré dans quelque chose. Et de toute façon, tant qu'il y a des questions, c'est génial, tu vois. Genre, Ouais. c'est nous qui allons raconter ces histoires-là. C'est ça, exactement. C'est des médias comme le nôtre qui se posent des questions là, où des médias institutionnels, où les rédactions, elles sont remplies de gens qui ont la même histoire commune. Comme tu disais, c'est ton pays d'origine, tu te poses pas forcément la question. Bah, c'est nous aussi qui allons faire la différence et qui allons dire ah oui, on a ça aussi à raconter que personne connaît trop, tu vois. Et on remercie d'ailleurs toutes les autres aussi initiatives. Bien Comme évidemment. on a cité Diaspora, on a cité Paroles d'immigrés, mais il y en a encore beaucoup. Oui, et même toutes les initiatives à petite échelle, les gens qui font des interventions dans des classes, les œuvres, les films, les livres aussi. Ouais, il y a tellement... Moi, j'ai bien aimé, on m'a conseillé Mehdi Charef à lire. Ouais. Je trouve que c'est un. Moi, je sais plus c'est quel livre, enfin le titre, mais c'est sur son arrivée en France avec sa famille, sa mère, dans les bidonvilles de Nanterre, comme tu disais. Et franchement, c'est un livre qui m'a. Bah, pareil, qui raconte l'histoire entre la France et l'Algérie, le décalage culturel qu'avaient ses parents et tout. Et moi, je vous le conseille. C'est Camélia Wissa qui me l'a conseillé. Donc, si c'est elle, moi, je vous dis. Merci Camélia. Ouais, merci en tout cas. Donc, si c'est elle qui l'a conseillé, il faut que tout le monde le lise. Voilà. Non, mais ouais, je pense juste essayer un peu d'un peu plus s'ouvrir pour aussi comprendre l'histoire des autres, flux migratoires. Pays, Et ouais, comprendre que c'est un peu notre devoir quand même en tant qu'enfant issu de l'immigration de se renseigner et pour pouvoir transmettre ensuite après, parce que tu l'as très bien dit, c'est notre patrimoine et ça rentre pleinement dans notre construction personnelle, à moins qu'on veuille être construit qu'avec un côté, et ça c'est ok. Oui, c'est ok. Non, mais après c'est aussi chacun cherche ce dont il a besoin, tu vois. Ouais. En tout cas, c'était trop bien. Ouais. Moi j'ai kiffé. C'était génial. C'est passé vite, hein. Ouais, c'est passé vite. On a beaucoup parlé. Nous, on te remercie beaucoup, Walid, d'être venu aujourd'hui. Merci à vous déjà pour ce que vous faites sur les réseaux là, parce que vraiment c'est fort. Avec plaisir. Sur tout ce que vous faites pour la culture, sur en vrai, vous êtes grave légitime dans ce que vous faites, donc continue vraiment. Et toi aussi, tout à l'heure on en parlait dans le couloir, mais je pense que l'avenir sera radieux, Inch'Allah. mais en vrai, ouais, je pense que à notre échelle, on participe aussi tous. On a plus de moyens, donc c'est ça, on peut maintenant. À avancer, à faire un peu lever ce voile d'invisibilisation sur nos communautés. Et ouais, en tout cas, on espère que l'épisode vous aura plu. Et ouais, on se dit à la semaine Mais même prochaine. racontez-nous vos histoires, racontez de vos familles. Depuis, on vous dit, on fait une hotline, envoyez-nous vos témoignages. Oui, envoyez les témoignages de vos familles, de ce que vous voulez nous dire. Et on en reparlera dans un prochain épisode, on espère. Et voilà, à la semaine prochaine peut-être. Parce qu'en ce moment, on n'est pas très... Voilà, c'est compliqué. Ciao.